Hello tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment apprécier la fin de l'été tout en gardant son cap. Donc la fin de l'été, c'est une période très charnière. Là, on est au mois d'août, donc je vais vraiment zoomer sur le mois d'août. Cette période, c'est à la fois une alliance entre le plaisir, les vacances, le repos et la prévoyance par rapport à l'avenir, puisqu'on arrive tout doucement vers la rentrée, vers la reprise. Et donc, on doit à la fois se relaxer et à la fois se projeter en avant. Donc je voulais prendre ce temps dans cette série de vidéos qui mettent en lien, on va dire, l'évolution des cycles de la nature et nos cycles intérieurs à nous et comment ils peuvent matcher. Je voulais illustrer cette période du mois d'août pour pouvoir vous aider à voir comment on peut trouver l'inspiration dans la nature afin de nous-mêmes garder notre cap pour, par exemple, notre santé, pour notre niveau d'énergie, pour notre, on va dire, notre morale ou du moins notre motivation à aller de l'avant, à poursuivre ces activités parce que la rentrée n'est pas toujours facile. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va débuter en parlant un petit peu de l'état de la nature en ce mois-ci. Puis, on va évoluer vers des rites de différentes traditions qui vont venir illustrer comment les anciens honoraient la nature et qu'est-ce qui était important pour eux au mois d'août d'un point de vue rapport à la nature, mais aussi rapport à leur vie à eux. Et enfin, on verra la symbolique globale de tout ça pour nous. Et puis, je vous offrirai sur la fin de la vidéo une recette remède qui sera une recette remède de saison, de ce qu'on peut récolter aujourd'hui pour pouvoir prévoir pour l'avenir. Et puis, un petit rituel qui est plus un rituel de l'ordre du coaching, qui est un outil très très simple pour savoir se projeter, prévoir l'avenir et surtout prioriser, surtout quand c'est le moment de la reprise. Alors, dans la nature, en ce moment, tout est doré. On va dire que c'est doré, pour pas dire jaune. Le paysage devient doré. On a vraiment, le mois d'août, c'est le symbole des premières récoltes pour tout ce qui est végétal, fruits, ou des premières moissons. C'est vraiment les prémices. Donc ça, pour les moissons, on parle plutôt des céréales. Et on est vraiment sur les prémices parce que le gros de la récolte va se faire au mois de septembre et puis selon vos latitudes, ça peut se faire aussi au mois d'octobre. Donc traditionnellement, c'était vraiment une période de début de récolte et on peut voir déjà dans la nature qu'il y a des premiers fruits dont on se régale évidemment, en particulier les mûres sauvages, en particulier les baies de sureau, en particulier les noisettes qu'on va retrouver parfois vertes, parfois virant sur on va dire le brun rouge, selon là où vous habitez. Donc il y a quand même une activité dans la nature où la nature a vraiment porté ses fruits quasiment au maximum et maintenant on n'a plus qu'à tendre le bras. Et c'est très intéressant parce que par rapport à une tradition comme la tradition ancestrale chinoise par exemple, les Chinois vont estimer dans leur tradition que le mois d'août était synonyme ou est toujours synonyme de transition. Pour eux, c'est une saison à part entière. On n'est plus, contrairement à nos calendriers grégoriens, dans l'été, on est véritablement dans une transition entre l'été et l'automne. Et ils marquent ce temps de façon très manifeste parce qu'ils ont été complètement réalistes par rapport à ce qui se passait vraiment dans la nature. Et si on est tout à fait honnête, il n'y a qu'à regarder, il n'y a qu'à ouvrir les yeux et voir que les feuilles sont flétries, elles sont jaunes, elles sont jaunies, le végétal est fatigué. Bien qu'il y ait des fruits, bien qu'il y ait des choses à récolter, on commence à avoir les fruits et les graines. Et tout cet essor, cet élan qu'il y a eu au printemps, à l'été, ben là on arrive au point, on va dire, où la nature a tout donné. Donc même si sur le calendrier grégorien on dit c'est encore l'été et encore jusqu'à septembre, voire fin septembre, si on est vraiment très observateur de ce qui se passe, on voit que la nature, elle est fatiguée, flétrie, épuisée, et que donc la descente, ce mouvement descendant a déjà commencé. Et donc c'est sur cette observation de transition que je voudrais qu'on base cette vidéo. Alors d'un point de vue tradition, on peut trouver dans différentes traditions d'Europe, en tout cas, des rites très particuliers au mois d'août. D'un point de vue chrétien, dans la tradition chrétienne, on va retrouver ce qu'on appelle les fêtes patronales ou les fêtes votives. Donc en général, c'était une célébration d'un saint patron, le saint du patelin du village de la paroisse en particulier, qu'on venait honorer
par rapport à ses premières récoltes. Donc c'était vraiment le fait de dire on honore le saint parce que on est capable aujourd'hui au mois d'août de récolter ce que la nature nous donne et en étant empli de gratitude pour ça, on va donc honorer le saint, faire une petite fête et puis avec cette gratitude espérer que l'avenir augure des bonnes choses pour nous. Et donc ce sont des fêtes, ces fêtes patronales et ces fêtes votives qu'on va retrouver encore aujourd'hui célébrées dans différents villages. Personnes d'un village vont s'inviter à d'autres et chaque village va célébrer à sa façon, si bien qu'on a une enfilade de fêtes qui se passent. Et on va retrouver différentes variantes en fonction de là où on se situe. Très souvent, vous connaissez ces fêtes parce qu'elles sont encore célébrées. On va retrouver un festin, un banquet, un bal, voilà, un regroupement de personnes, une fête foraine. Bon, ça a évolué depuis, hein, c'est devenu un petit peu plus moderne aujourd'hui, mais bon, on va retrouver tous ces éléments. Et dans le sud de la France, par exemple, on va retrouver aussi des fêtes autour de la tradition taurine, donc tout ce qui est en lien avec les taureaux, autour de la pétanque. Voilà, donc chaque zone de France va avoir ses particularités. Maintenant, si on va un petit peu plus au nord, par exemple, de l'Europe, en Irlande, au niveau chrétien, il y a des célébrations autour de l'eau, la pureté de l'eau, les puits sacrés, les eaux sacrées, et avec, par exemple, une attention toute particulière pour les noisetiers, parce que c'est vraiment un fruit qui est caractéristique du mois d'août. On va retrouver dans d'autres traditions, si on prend non pas la tradition chrétienne, mais plutôt la tradition celtique païenne, le festival celte irlandais de Lunasa. Alors Lunasa, c'est souvent début août et c'est un festival qui est bien marqué sur le calendrier, on va dire celtique, puisque il est à mi-chemin entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Donc vous savez certainement que l'année celtique, la roue de l'année est divisée en 8 temps bien précis, les équinoxes, les solstices et les 4 temps à mi-chemin. Donc Lunasa, c'est vraiment l'entre-deux qui marque donc encore une fois une transition, comme je vous le disais, pour la médecine, la tradition ancestrale chinoise. Et donc dans le festival Lunasa, on va retrouver des petites variantes, mais grosso modo ça revient au même. On honore les premières récoltes et là on a tout un festival qui se déroule soit en bord de rivière, soit en haut de collines, avec beaucoup de championnats sportifs par exemple, on va dire des jeux sportifs et puis également une fête foraine, etc., etc. Et enfin, on a la tradition plus dans les pays anglo-saxons, donc Angleterre, Écosse, Pays de Galles, de l'Amas. Et l'Amas, c'est l'équivalent de Lunasa, mais dans d'autres pays. On appelle l'Amas la messe du pain. Et donc là, on est vraiment en célébration des premières récoltes de moisson. Donc c'est vraiment la première récolte de blé. Donc c'est dire combien le mois d'août est à la fois un mois charnière mais aussi un mois de célébration et les anciens savaient bien faire ce lien avec la nature. Alors qu'est-ce que ce mois d'août symbolise pour nous, hommes, femmes, enfants, humains, enfants de la nature ? Ça va signifier bien évidemment, parce que le temps est clément, du repos. C'est quand même un temps où, comme je disais, on allie le plaisir à la prévoyance. Donc on va pouvoir prendre un temps de repos, s'éclipser, on va dire, par rapport au stress de la vie quotidienne. C'est d'ailleurs une grande tradition, particulièrement en France, puisque tout le monde prend ses congés plus ou moins à ce moment-là. Mais c'est aussi le moment justement d'apprécier le fruit de tout le chemin parcouru, le fruit justement de ses premières récoltes, le fruit de son travail, et d'apprécier ce chemin parcouru tout en sachant que ce chemin est encore inachevé. Il est encore inachevé parce qu'on sait que la récolte, elle va continuer. Alors pour les anciens, ça voulait dire, et pour les personnes qui travaillent avec la terre, ça veut dire encore plus de récolte, le gros de la récolte au mois de septembre. Mais pour les autres personnes qui ont un mode de vie un petit peu plus moderne, de toute façon, ça veut dire revenir après ses congés, reprendre de plus belle avec la rentrée, quoi. On repart sur des objectifs
Et donc, voilà, cette période, elle est un peu dichotomique dans le sens où on est à la fois en mode relax et à la fois en mode avisé, perspicace par rapport au fait de garder son cap, tout simplement poursuivre ses objectifs tout en gardant son cap. Alors, le premier cadeau, c'est une petite recette, remède par rapport à un fruit de saison. Je vous propose le sirop de baies de sureau. Donc les baies de sureau, je vous disais tout à l'heure qu'on les retrouve particulièrement au mois d'août, ça peut être août-septembre, elles sont mûres, elles sont matures pour la plupart et donc l'idée ici par rapport à la thématique de la vidéo, c'est de pouvoir vraiment capturer l'essence de l'été en cueillant le fruit de saison. Et en cueillant ce fruit, on va transformer un fruit estival en un produit qui va être durable, qui va pouvoir nous accompagner tout le long de l'hiver et ça va être le cas d'un sirop puisqu'on va stabiliser le fruit et toute l'essence du fruit et toute la médecine du fruit avec le sucre pour avoir un produit qui soit un petit peu utile sur le moyen terme, on va dire. Et ce faisant, on répond complètement à la question de comment déjà prendre soin de sa santé, prendre soin de son immunité puisque ça va nous accompagner tout l'hiver et surtout être prévoyant, garder le cap, être prévoyant par rapport à l'avenir et garder le cap par rapport à cet avenir où effectivement il va y avoir un déclin saisonnier qui n'est pas négatif mais qui fait juste qu'on est beaucoup plus frêle et beaucoup plus à même d'être sensible au niveau immunitaire. Alors les baies de sureau, j'avais déjà fait une petite vidéo sur les fleurs de sureau au mois de mai et comme je le disais au mois d'août, les fleurs vont donner les fruits et ce sont des fruits qui se présentent comme des grappes et des grappes qui souvent nous rappellent au niveau signature une arborescence de bronches, de bronchioles en fait. Et donc c'est comme ça que les anciens disent, ça nous rappelle que cette plante est bonne pour le système respiratoire, voire tout ce qui est immunitaire au niveau du système respiratoire. Ce sont des toutes petites baies qui sont, en Europe on retrouve le sureau noir, donc qui sont rouge foncé, noir, et ces baies sont emplies de plein de vertus. Elles se différencient un petit peu des vertus des fleurs. Les baies, elles ont là où les fleurs, on va dire, elles ont vraiment la particularité d'être très douces pour tout le tractus digestif, d'être très émollientes, d'être aussi très en faveur de la transpiration dite diaphorétique, c'est-à-dire qu'elle pousse au dehors les liquides. Donc si on transpire ou si on a de la fièvre par exemple, ou si on a besoin d'uriner, ça pousse les liquides du corps vers l'extérieur. Au niveau des baies, on va avoir plus d'emphase sur l'aspect immunitaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des baies rouges qui, de par leur couleur, nous indiquent qu'elles sont très riches nutritionnellement en antioxydants. Et les antioxydants, ce sont des agents qui sont extrêmement anti-inflammatoires, anti-oxydation, et donc de ce fait qui nous protègent au niveau cellulaire, qui nous protègent des virus, des bactéries. Donc il y a des agents actifs dans les baies de sureau. Il y a plein d'études cliniques sur les baies de sureau qui montrent qu'au niveau cellulaire, elles s'opposent à l'action des virus, par exemple à la réplication des virus, et elles ont vraiment un pouvoir protecteur, alors préventif, ça c'est certain, mais pourquoi pas curatif, en tout cas je vous invite à tester par rapport à la petite grippe saisonnière ou autres virus ou des infections bactériennes qui pourraient venir nous embêter pendant l'hiver. L'autre particularité des baies, ça va être au niveau digestif. Donc, comme il y a beaucoup de fibres, on sait que ça permet d'aider tout ce qui est constipation. Mais il faut savoir que les baies ne peuvent pas être mangées crues. Pourquoi ? Parce que les graines contenues à l'intérieur des baies ont des composés cyanogènes qui, on dit, sont toxiques, mais elles sont surtout, voilà, c'est pas forcément mortel, mais c'est quand même vomitif, c'est purgatif. Donc, si vous voulez pas passer un mauvais quart d'heure, je pense que personne n'a très envie de ça. Vous pouvez tout simplement les cuire ou les passer au tamis pour sortir les graines en fait. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de prendre la recette du sirop de sureau et qui va donc nécessiter qu'on les cuise. Et comme ça, il n'y a pas de souci. On est complètement couvert par rapport aux éventuels aléas.
Donc la recette du sirop de baies de sureau, parce qu'on peut aussi faire du sirop de fleurs de sureau, la recette du sirop de baies de sureau, eh bien c'est tout simple. Vous trouvez un sureau, un arbre, et qui normalement devrait présenter à cette époque-ci des fruits, des baies, et vous cueillez les grappes. Donc je vous disais, ce sont des larges grappes, tout comme on voit les inflorescences comme des larges inflorescences, les fruits se retrouvent au même endroit que les fleurs. Donc vous cueillez les grappes et vous cueillez l'équivalent, on va dire, un peu plus d'1 kilo pour avoir une bonne réserve pour l'hiver, sachant que vous allez équeuter, vous allez retirer ce qu'on appelle les tiges ou les pédoncules des baies, puisque dans les tiges, dans le bois, on retrouve aussi ces composés cyanogènes qui sont un petit peu problématiques dont je vous parlais avant. Vous allez les retirer et vous retrouvez uniquement avec les baies. Idéalement, c'est bien d'avoir 1 kilo de baies à peu près. Après, si vous faites moins, vous aurez un peu moins de sirop et puis ce sera parfait comme ça. Et alors, vous allez les placer dans un bol avec de l'eau pour voir comment elles se comportent. Celles qui flottent, elles sont immatures, donc vous pouvez les mettre au compost. Celles qui coulent sont matures, elles sont riches, elles sont denses, et donc on va les prendre et on va les mettre dans une casserole. Donc vous les extrayez de l'eau, vous les mettez dans une casserole vide et vous couvrez à peine avec un peu d'eau, vraiment pour juste couvrir. Et vous mettez un feu moyen afin de chauffer. Et pendant une dizaine de minutes, vous restez comme ça jusqu'à ce que les baies éclatent. Donc on va vraiment rendre la baie très juteuse, très souple, très molle. Les baies éclatent et à ce moment-là, vous allez couper le feu et les passer dans un tamis ou une étamine ou une sorte de tissu qui va filtrer très finement et ne laisser passer que le jus. Vous pouvez éventuellement laisser passer un petit peu de pulpe, mais il faudra qu'elle soit broyée quoi qu'il advienne. Et puis alors l'idée surtout c'est de ne pas laisser passer les graines. Et une fois que vous avez retiré donc le jus, vous avez remettre ce jus dans votre casserole vide et l'amener à ébullition. Donc ça va être vraiment un concentré de tous les antioxydants. Amener ce jus à ébullition et le faire réduire aux 2/3. Donc il y a une partie qui va s'évaporer. Et une fois que vous aurez cet hyper concentré, là, quelle que soit la quantité avec laquelle vous vous retrouvez, vous allez rajouter 1/3 du poids du liquide en sucre ou en miel. Donc là, dans la recette que je vous propose, c'est une recette avec pas trop de sucre, pas trop de miel. 1/3 du poids, admettons pour 1 kilo, bon, vous vous retrouvez avec moins d'1 kilo, vous auriez à peu près 330 grammes de sucre ou de miel. Il y a beaucoup de recettes, et vous en trouverez partout ailleurs, qui font poids équivalent en sucre. Donc en fait, le sucre, c'est la quantité de sucre que vous mettez va être complètement sujette à ce que vous aimez, mais il faut juste savoir que moins vous mettez de sucre, ce qui est le cas ici, moins ça pourra durer dans le temps. Donc ça pourra durer, par rapport à ce que je vous dis, à peu près 2 mois, alors que si vous mettez beaucoup plus de sucre, on peut tenir jusqu'à 6 mois. Donc voilà, il faut juste vérifier le produit avant de l'utiliser. Mais déjà, là, vous pouvez être OK pour quelques mois. Vous pouvez aussi garder ça au frais pour essayer de rallonger la durée de conservation. Et l'idée, c'est une fois que vous avez votre mélange de sucre doit idéalement se faire au moment où ça refroidit. Donc vous laissez refroidir le jus qui a réduit, vous rajoutez votre sucre et puis vous allez au préalable désinfecter une bouteille qui est adaptée à la quantité de liquide. Vous désinfectez ça à l'alcool à 70 ou alors vous mettez en stérilisation 10 minutes dans de l'eau. Et ensuite, vous versez dans votre récipient tout simplement, idéalement une bouteille en verre. Et vous conservez ça le temps que ça ira. Et puis, arrivé l'automne, l'hiver, si vous conservez au frigo, vous pouvez proposer à chaque membre de la famille une cuillerée à soupe, par exemple. Pour les enfants, vous pouvez faire moitié dose. Et puis, voilà, ça va être agréable, bon. Et c'est comme ça qu'on capture le fruit de l'été et qui pourra nous servir en prévoyance pour les saisons à venir.
Et je voulais aussi vous parler d'un petit rituel de fin d'été qui vous permet de garder le cap au niveau énergie, au niveau motivation, au niveau moral aussi. Parce que souvent, quand on est au mois d'août et qu'on a eu un repos bien mérité, qu'on est un petit peu raplapla parce que détendu, et qu'il nous faut reprendre sur les chapeaux de roue parce qu'il y a la rentrée scolaire et aussi la rentrée professionnelle, ça peut être un petit peu violent. Et donc, c'est vraiment typique de tout ce que je vous ai dit sur les manifestations dans la nature au mois d'août. Vraiment à la fois ce côté raplapla, relax, et puis en même temps, il faut continuer à récolter, il faut continuer à y aller, il faut garder le cap, il faut garder ses objectifs. Donc pour ça, le petit rituel, c'est ni plus ni moins qu'un petit outil de coaching que je trouve vraiment super efficace, qui est super utile et qu'on peut utiliser pour sa vie professionnelle, pour sa vie personnel. C'est ni plus ni moins qu'un grand carré que vous allez scinder en 4 carrés. Donc c'est un grand carré avec une croix au centre, ce qui va vous donner 4 petits carrés. Et on va, donc je ne sais pas si vous voyez ici, je ne sais pas si c'est très visible, mais on va libeller donc le premier carré en haut à gauche, numéro 1, le deuxième carré en bas à gauche, numéro 2, le troisième carré en haut à droite, numéro 3, et le quatrième carré en bas à droite, numéro 4. Et la façon dont vous allez vous organiser, c'est que vous allez prendre sur une feuille de papier toutes les tâches, toutes les choses, votre to-do list, tout ce que vous devez accomplir, tout méli-mélo, et lister ça sur une feuille. Et ensuite, on va mettre de l'ordre, on va essayer de prioriser pour pas se retrouver face à une montagne de choses, mais justement faire des choix éclairés et pouvoir procéder pas à pas, petit à petit, sans se retrouver complètement submergé et surtout perdre de la motivation et puis tomber dans on va dire une inaction qui ferait qu'on n'accomplirait rien du tout. Voilà. Donc des petits pas tranquillement. La façon dont vous allez libeller les 4 carrés, c'est que vous allez noter dans le carré numéro 1 les choses, donc choisir dans votre liste, vous allez mettre comme mot-clé facile à changer et prioritaire. C'est-à-dire, ce que j'entends par prioritaire, c'est quelque chose d'urgent ou quelque chose d'important, mais qui est facile à changer. Donc on croise 2 données, c'est facile à changer et c'est prioritaire. Et dans le carré numéro 2, vous allez toujours garder le facile à changer, mais ça va être secondaire, c'est-à-dire que c'est pas tellement urgent, pas tellement important. Ça vient après en arrière-plan. Dans le carré numéro 3, vous allez mettre difficile à changer. Quelque chose qui n'est pas atteignable là, ici, maintenant, dans les conditions actuelles. Difficile à changer, mais pour autant, c'est prioritaire. Donc, c'est important, c'est urgent, mais je n'ai pas la possibilité de le changer facilement. Et 4e carré, difficile à changer, et puis secondaire, c'est-à-dire ni important ni urgent. Et là, il va y avoir un petit dilemme parce que vous allez vous retrouver face à votre liste de tâches, de choix, d'obligations que peut-être vous subissez ou peut-être vous êtes vraiment actif par rapport à ça, sans subir. Voilà, ça dépend aussi du poids émotionnel qu'on met sur les tâches qu'on doit accomplir. Et il va falloir les trier, c'est-à-dire dire j'en ai 2 que je mets dans la case numéro 1, 2 dans la case numéro 2, 3 dans la numéro 3, 6 dans la numéro 4. Voilà, en fonction de... Vous allez les comparer en fait et réorganiser, reprioriser. Qu'est-ce qui est réellement facile, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est réellement important, prioritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, vous allez procéder à faire ces choix, même si vous n'êtes pas forcément content ou contente du résultat, ça va vous forcer à mettre dans des cases pour une fois. Et ensuite, la recommandation, c'est de procéder par ordre, en fonction des chiffres, c'est-à-dire on ne s'occupe que de la case numéro 1. Tout ce qui est facile à changer et important, prioritaire, voire urgent, on s'en occupe en premier. Et
on ne passe pas à la case numéro 2 tant qu'on n'a pas terminé tout ce qui est dans la case numéro 1. Alors, il y a des choses qui peuvent changer en cours de temps, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Et ce qui est recommandé, c'est de ne s'atteler à ne travailler que sur 2 objectifs à la fois. Même si vous en avez dans la case numéro 1, admettons, vous en avez 6, ben vous faites les 2 premiers, ou 2 des 6, puis 2, sans trop vous submerger. Et ensuite, vous passez à la case numéro 2, où vous êtes toujours dans la facilité, vous avez les moyens, les ressources aujourd'hui, maintenant, de changer, vous avez le pouvoir de changer ces choses-là, et ça ne demande pas énormément d'efforts, ni d'énergie, ni de ressources matérielles, budgétaires ou autres, et donc vous allez vous atteler à vous occuper de tout ce qui est secondaire sur cette liste. Et uniquement après, on passera à la case numéro 3, bien que la case numéro 3, ce sont des choses qui sont prioritaires et a priori urgentes ou importantes. Mais comme elles sont aussi difficiles à changer, il faut vous rendre à l'évidence et vous regarder dans le miroir et vous dire je ne peux pas, j'ai pas les moyens, j'ai pas les ressources, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le peps, j'ai pas la motivation, j'ai pas les ressources budgétaires, les ressources en temps, les ressources matérielles pour faire ça maintenant. Donc ça veut pas dire qu'on y renonce, c'est juste qu'on accepte de lâcher prise en se disant que tout ce qui est dans le numéro 3 et encore plus dans le numéro 4, eh bien ce sera pour plus tard et on accepte de laisser dans un petit coin. Et surtout, on accepte de délester le poids émotionnel et mental, la charge mentale qui va, on va dire, se clipser dessus en temps normal. Si on ne priorisait pas, on aurait toutes ces tâches, cette longue liste de tâches qui nous pèsent mentalement, mais aussi physiquement. On sent dans son corps le poids de toutes ces obligations. Et là, si vous arrivez à uniquement vous dire j'ai le droit de uniquement m'atteler à faire le numéro 1, tout ce qui est dans le numéro 1 puis le numéro 2, et le 3 et le 4, je m'autorise à ne pas m'en soucier, ne pas être émotionnel par rapport à ça, et juste les considérer comme des choses factuelles qui ne sont pas... que je ne peux pas résoudre là maintenant et que donc c'est pas le moment. Et donc je résoudrai ça plus tard. Voilà. Donc j'espère que ces recettes, remèdes, rituels du mois d'août vous ont inspiré et j'espère que votre repos du mois d'août s'est déroulé à souhait et je vous souhaite une excellente reprise évidemment puisque on y est, on est dans cette transition qui s'opère dans nos vies, dans notre quotidien mais qui s'opère aussi dans la nature. Sortez, allez en forêt, observez, voyez combien la nature a tout donné et combien elle se prépare, il y a un shift lent vers une descente de l'énergie pour pouvoir se ressourcer autrement et préparer l'avenir. Si ces vidéos vous intéressent, si vous aimez le contenu, alors n'hésitez pas à cliquer j'aime, à me laisser des commentaires, ça aide beaucoup plus que vous ne le pensez. Et si vous souhaitez en savoir plus sur mes programmes d'accompagnement, vous aurez tout le détail dans le descriptif de la vidéo, mais vous trouverez principalement 2 sites internet sur lesquels il y a tous mes programmes d'accompagnement, donc en naturopathie, autour du stress chronique, de la fatigue chronique. Je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est système nerveux et puis toujours en lien avec les recettes, remèdes et rituels naturels. Et puis, je m'adresse principalement aux personnes qui sont sensibles, empathiques et qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés dans ce monde parfois insensible et qui ont beaucoup plus on va dire qui souffrent beaucoup plus de stress et de fatigue plus facilement en tout cas pour un même seuil de stimulation. Donc ça, vous le retrouvez sur mynatural.fr, différents programmes d'accompagnement. Et puis après, sur mynatural.thinkific.com, vous allez retrouver tous mes accompagnements de Qigong au fil des saisons. Et donc ça, c'est vraiment des programmes par saison
vraiment en miroir avec la nature, avec voilà, le souffle, le geste lent, la mobilité, la conscience qu'on va mettre dans chaque saison. Et vous trouverez aussi ma chaîne YouTube sur laquelle vous êtes présentement beaucoup de vidéos de Qigong, en particulier Qigong avec les émotions. Il y a une playlist particulière qui est dédiée, donc je vous invite à aller regarder si ça vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.